Dans l'atmosphère feutrée de l'église où ils avaient trouvé refuge, Noémie reprenait lentement conscience, comme si elle émergeait d'un rêve lourd dont elle ne parvenait pas à se libérer. La lumière tamisée des cierges dessinait des ombres mouvantes sur les murs de pierre, donnant au lieu une dimension presque irréelle, suspendue hors du temps. Assise seule sur un banc, elle restait immobile, le regard perdu dans le vide, habitée par une angoisse diffuse qui ne cessait de grandir à mesure que la réalité reprenait ses droits. Lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir, elle releva légèrement la tête. Vadim Lyota entra avec précaution, portant quelques provisions qu'il avait achetées en liquide afin d'éviter toute trace. Ses gestes étaient méthodiques, presque mécaniques, comme s'il suivait un plan déjà tracé, mais son regard trahissait autre chose, une forme de détachement inquiétant, comme s'il avait déjà accepté une issue irréversible. En s'approchant d'elle, il adopta une attitude d'une douceur inhabituelle, cherchant à capter son attention et à la rassurer sans réellement répondre à l'angoisse qui la submergeait. Noémie, quant à elle, laissa apparaître une vulnérabilité qu'elle n'avait jusque-là jamais montrée. Elle exprimait désormais clairement sa peur des conséquences, la certitude que leur fuite ne pourrait pas durer et que tout finirait par les rattraper. Derrière cette lucidité tardive se cachait aussi une culpabilité profonde, celle d'avoir entraîné Vadim dans une spirale dont elle-même ne maîtrisait plus les contours. Vadim, pourtant, ne partageait plus cette logique rationnelle. Au lieu de chercher une solution concrète, il semblait s'enfermer dans une vision extrême de leur relation, où tout ce qui existait en dehors d'elle perdait soudainement son importance. Son attachement à Noémie prenait une dimension absolue, presque obsessionnelle, comme si son identité entière dépendait désormais de ce lien. Dans cette dynamique, la fuite ne représentait plus une tentative de survie, mais un prolongement d'un état émotionnel qui ne pouvait que s'intensifier. Pendant ce temps, à distance de cette scène figée dans une bulle hors du monde, Patrick Nebout était envahi par un sentiment diffus d'inquiétude qu'il ne parvenait pas à formuler clairement. Au commissariat, chaque détail de l'enquête prenait une importance nouvelle, et l'origami retrouvé attirait particulièrement son attention. Sa couleur noire, inhabituelle dans ce type de mise en scène, introduisait une rupture symbolique qui ne correspondait pas aux schémas habituels des affaires qu'il avait déjà traitées. Ce n'était pas encore un crime, mais c'était un signal, une bascule vers quelque chose de plus grave. Au même moment, des nouvelles concernant Morgane Tanguy venaient apaiser temporairement la tension. Elle était hors de danger, et les analyses confirmaient que la substance utilisée n'était qu'un somnifère sans gravité. Cette information modifiait profondément la lecture des événements, car elle démontrait que Morgane n'avait jamais été la véritable cible. Elle n'avait été qu'un obstacle dans un plan dont la finalité restait encore floue, mais dont la dimension psychologique apparaissait désormais évidente. Cette prise de conscience renforçait le sentiment que Noémie ne suivait pas une logique criminelle classique. Elle évoluait dans un registre émotionnel instable, imprévisible, où les décisions pouvaient basculer à tout moment vers l'irréparable. Et dans ce contexte, le danger devenait d'autant plus difficile à anticiper, car il ne reposait sur aucune rationalité structurée. Parallèlement, au Mistral, d'autres tensions continuaient d'émerger, révélant un déséquilibre plus large au sein de la communauté. Blanche Marcy, fragilisée par des pressions accumulées, avait laissé exploser une colère incontrôlée en giflant un livreur sous le regard de Luna Torres. Ce geste, bien que ponctuel, risquait d'avoir des conséquences importantes, notamment sur le plan judiciaire, car il pouvait être interprété comme une agression gratuite, potentiellement aggravée par des considérations discriminatoires. Plus encore que l'acte lui-même, c'était l'état de Blanche qui inquiétait, car elle semblait perdre progressivement le contrôle de ses émotions. Cependant, ces événements restaient secondaires face à ce qui allait suivre. Lorsque Patrick reçut un message de Vadim Lyota, tout bascula. En lisant ces quelques mots, il comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de diversion ou d'un simple adieu symbolique. Le ton du message, sa formulation, tout indiquait une rupture définitive, une décision déjà prise dont les conséquences pouvaient être dramatiques. Sans perdre de temps, il contacta Jean-Paul Bauer, qui avait déjà commencé à exploiter les données disponibles pour localiser le couple en fuite. Grâce à l'analyse des relais téléphoniques et des échanges de messages, une zone approximative put être identifiée, offrant une chance, aussi mince soit-elle, d'intervenir à temps. Le trajet qui suivit fut marqué par une tension extrême. Patrick, plongé dans ses pensées, ne pouvait s'empêcher de revoir les moments passés avec Vadim, cherchant des signes qu'il n'aurait pas su interpréter, des erreurs qu'il aurait pu éviter. Ce n'était plus seulement une opération de police, mais une tentative désespérée de rattraper un jeune homme qu'il considérait déjà comme perdu. Dans l'église, la situation évoluait également, mais dans une direction tout aussi inquiétante.
Noémie, de plus en plus consciente de l'impasse dans laquelle il se trouvait, semblait osciller entre la peur et une forme d'abandon. Vadim, en revanche, affichait une détermination calme, presque dérangeante, comme s'il avait déjà accepté une issue radicale. Leur relation, à cet instant, ne reposait plus sur un équilibre, mais sur une dépendance mutuelle qui les enfermait dans une logique commune. Le moment où leurs mains se rejoignirent ne fut pas anodin. Il ne s'agissait pas d'un simple geste d'affection, mais d'un engagement silencieux, d'un accord implicite sur ce qui allait suivre. À travers ce contact, ils validaient une décision qui ne nécessitait plus de mots, comme si leur destin était désormais scellé par cette seule proximité. Pendant ce temps, Patrick et Bauer se rapprochaient inexorablement de leur position, sans savoir qu'ils couraient contre un choix déjà arrêté. L'écart entre eux se réduisait, mais la question restait entière. Arriverait-il à temps pour empêcher l'irréparable, ou assisterait-il, impuissant, à une tragédie déjà écrite? La voiture filait à vive allure sur une route de plus en plus étroite, bordée de pins et de falaises abruptes qui annonçaient déjà la proximité de la mer. À l'intérieur, le silence pesait lourdement, seulement brisé par le bruit régulier du moteur et les indications sèches de Jean-Paul Bauer, concentrées sur les données de localisation. Chaque nouvelle borne téléphonique captée réduisait légèrement la zone de recherche, mais l'imprécision restait suffisante pour nourrir une inquiétude grandissante. À côté de lui, Patrick Nebout ne quittait pas la route des yeux, mais son esprit était ailleurs, absorbé par une tension intérieure qu'il ne parvenait plus à contenir. Il repensait à ce message, à ces mots simples et pourtant chargés d'une gravité insupportable. Ce n'était pas une fuite improvisée, ni une tentative désespérée d'échapper à la police. C'était une conclusion, une décision, et cette certitude lui donnait le sentiment glaçant d'arriver déjà trop tard. Dans le même temps, loin de cette course contre la montre, la situation continuait de se tendre autour des autres protagonistes, comme si l'ensemble du Mistral était entraîné dans une spirale de déséquilibre. Morgane Tanguy, encore secouée par ce qu'elle avait vécu, tentait de mettre des mots sur ce qui lui était arrivé. Face à Steve Brudet, elle reconstituait les faits avec difficulté, cherchant à comprendre à quel moment elle avait cessé d'être actrice de la situation pour devenir un simple obstacle dans le plan de Noémie. Cette prise de conscience était douloureuse, car elle révélait une vérité brutale. Elle n'avait jamais été en danger de mort, mais elle avait été utilisée, manipulée, mise de côté avec une froideur qui témoignait de l'état mental instable de celle qui orchestrait et tout. Morgane, en réalisant cela, éprouvait une forme de culpabilité paradoxale, comme si son incapacité à anticiper avait contribué à laisser la situation dégénérer. Pourtant, les faits étaient clairs. Rien n'aurait pu être évité si Noémie avait déjà franchi ce point de non-retour. Au Mistral, les conséquences de l'incident impliquant Blanche Marcy commençaient également à se faire sentir. L'information circulait rapidement, amplifiée par les regards, les murmures, les interprétations. Luna Torres, témoin direct de la scène, tentait d'en mesurer la portée, consciente que dans le contexte actuel, un simple geste pouvait se transformer en affaire publique. L'idée qu'une plainte puisse être déposée pour violence gratuite, voire pour des motifs liés à la discrimination, ajoutait une dimension supplémentaire à une situation déjà fragile. Blanche, de son côté, oscillait entre incompréhension et honte, incapable de justifier son propre comportement. Ce n'était pas seulement l'acte qui la perturbait, mais le fait de ne pas s'être reconnue elle-même dans ce geste, comme si une part d'elle lui échappait désormais. Ce trouble intérieur, encore diffus, annonçait une évolution plus profonde, un déséquilibre qui risquait de s'aggraver si rien ne venait l'endiguer. Mais pendant que ces tensions se développaient en parallèle, la trajectoire principale continuait de se préciser, inexorablement. Dans l'église, l'atmosphère avait changé. Le refuge qu'elle représentait au départ s'était transformé en un espace de transition, un lieu où les décisions se prenaient loin du regard des autres, mais où chaque instant rapprochait un peu plus Noémie et Vadim d'un point de rupture. Noémie ne cherchait plus à fuir cette réalité. Elle la regardait en face, consciente que leur situation n'offrait aucune issue viable. La peur de la prison, qui l'avait d'abord poussée à agir, s'était muée en une angoisse plus vaste, celle de perdre tout contrôle sur sa propre vie. À cet instant, ce n'était plus la justice qui l'effrayait le plus, mais l'idée d'être séparée de Vadim, de voir ce lien qui les unissait se briser sous la pression extérieure. Face à elle, Vadim Liotta semblait avoir déjà dépassé ce stade. Son regard ne reflétait plus l'inquiétude, mais une forme de calme étrange, presque dérangeant, comme si la solution qu'il envisageait lui apparaissait désormais comme la seule cohérente. Il ne parlait plus de fuite, ni de stratégie, ni même d'avenir. Il se situait dans un présent absolu, où seule comptait la présence de Noémie. Ce basculement psychologique était d'autant plus inquiétant qu'il s'accompagnait d'une perte totale de repères.
Là où Noémie oscillait encore entre peur et lucidité, Vadim s'enfermait dans une certitude émotionnelle qui excluait toute alternative. Leur relation, déjà intense, prenait alors une dimension radicale, une fusion qui ne laissait plus de place à l'individualité ni à la raison. Lorsque Vadim proposa de quitter l'église, le geste fut simple, presque anodin en apparence, mais il marquait une étape décisive. Il ne s'agissait plus de se cacher, mais d'avancer vers quelque chose. Noémie, malgré ses doutes, accepta sans opposer de véritable résistance, comme si elle était déjà entraînée dans ce mouvement qu'elle ne pouvait plus arrêter. À l'extérieur, le paysage contrastait violemment avec la tension intérieure qu'il portait. Le ciel était clair, l'air chargé d'une douceur trompeuse, et la mer, au loin, offrait une image de calme absolu. Ce décor, presque idyllique, accentuait le caractère tragique de la situation, en créant un décalage entre la beauté du monde et la noirceur de leurs décisions. Ils marchaient côte à côte, sans se presser, comme si le temps n'avait plus d'importance. Leurs échanges, devenus rares, n'étaient plus nécessaires pour se comprendre. Tout passait désormais par les regards, les silences, les gestes. Cette absence de mots ne traduisait pas une distance, mais au contraire une proximité extrême, une entente implicite sur ce qui allait suivre. Pendant ce temps, la voiture de Patrick et Bauer se rapprochait inexorablement de la zone identifiée. Les indications devenaient plus précises, les marges d'erreur se réduisaient, et avec elles, l'espoir d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, plus ils avançaient, plus une certitude s'imposait à Patrick, il ne courait pas seulement contre la distance, mais contre une décision déjà prise. Chaque minute comptait désormais, non pas pour empêcher une fuite, mais pour tenter d'empêcher un geste irréversible. Cette nuance changeait tout, car elle signifiait que leur intervention devait être immédiate, directe, sans la moindre hésitation. Au détour d'un virage, Bauer annonça qu'ils étaient proches. La tension monta d'un cran. Le paysage devenait plus escarpé, les routes plus étroites, et la mer apparaissait désormais clairement, scintillante sous le soleil. De leur côté, Noémie et Vadim avaient atteint un point où le chemin ne semblait plus mener nulle part, sinon vers l'immensité qui s'ouvrait devant eux. Le bruit des vagues, amplifié par les falaises, créait une rumeur constante, presque hypnotique. Ils s'arrêtèrent un instant, face à cet horizon sans fin. Et dans ce silence, tout était déjà en train de basculer. Lorsque la voiture de Patrick Nebout et de Jean-Paul Bauer s'arrête brutalement à proximité du sentier menant à la falaise, une tension sourde semble immédiatement envahir l'espace, comme si chaque seconde gagnée sur la route venait d'être remplacée par une urgence plus lourde encore, plus dense, presque palpable. Patrick sort précipitamment du véhicule, sans réellement mesurer ses gestes, mû par une inquiétude devenue instinctive, tandis que Bauer le rejoint avec une vigilance contenue, conscient que la moindre erreur, à partir de cet instant, pourrait provoquer un point de non-retour. Le chemin qu'ils empruntent est irrégulier, bordé de pierres et balayé par un vent de plus en plus présent à mesure qu'ils avancent vers l'ouverture sur la mer, et cette progression, à la fois rapide et retenue, traduit parfaitement l'équilibre fragile qu'ils tentent de maintenir entre intervention et prudence. Le bruit des vagues qui s'écrasent contre la falaise résonne en contrebas, créant une sorte de fond sonore continu qui amplifie la sensation d'urgence, comme si la nature elle-même participait à cette montée en tension. Très vite, leur regard se fixe sur deux silhouettes immobiles, découpées sur l'horizon, et la vision de Noémie et Vadim Lyota au bord du vide suffit à figer Patrick dans une compréhension immédiate de la situation. Ils ne sont pas en train de fuir, ni même de chercher une solution. Leur immobilité même indique qu'ils ont déjà franchi une étape décisive, que quelque chose s'est joué avant même l'arrivée des policiers, quelque chose qui ne dépend plus de l'extérieur. Patrick ralentit malgré lui, comme si son corps tentait de retarder l'instant où cette évidence deviendrait irréversible, mais son regard, lui, ne peut se détacher de Vadim, dans lequel il cherche encore une trace du jeune homme qu'il pensait pouvoir sauver. Lorsque Noémie et Vadim se retournent, leur synchronisation accentue cette impression de lien fusionnel, et l'échange de regards qui suffit à révéler l'état dans lequel ils se trouvent. Vadim apparaît étrangement calme, presque apaisé, tandis que Noémie laisse encore transparaître une émotion plus instable, une hésitation fugace aussitôt absorbée par la proximité de celui qu'elle ne quitte pas. Patrick tente alors de rétablir un contact, non pas en imposant une autorité, mais en s'appuyant sur ce qui les reliait autrefois, cherchant à raviver chez Vadim une mémoire émotionnelle capable de fissurer la décision qui semble déjà en place. Pourtant, malgré l'intensité de cette tentative, quelque chose ne passe plus, comme si la distance entre eux ne se mesurait plus en mètres mais en perception du réel, Vadim étant désormais enfermé dans une logique où seule Noémie existe réellement.
Ce glissement devient encore plus évident lorsque le regard de Vadim, à peine posé sur Patrick, revient immédiatement vers Noémie, révélant une hiérarchie nouvelle dans laquelle toute influence extérieure est reléguée au second plan. Noémie, quant à elle, se trouve dans une position plus ambiguë, car elle semble encore entendre, encore comprendre ce que Patrick essaie de lui transmettre, mais cette compréhension ne suffit plus à produire une réaction, comme si la force du lien qui l'unit à Vadim neutralisait toute possibilité d'écart. Lorsqu'elle se rapproche légèrement de lui, ce mouvement n'a rien de calculé. Il s'impose avec une évidence presque physique, comme une réponse instinctive à la tension qui les entoure, et lorsque leurs mains se rejoignent, le geste dépasse immédiatement la simple expression d'un attachement. Il devient une confirmation silencieuse, un accord implicite qui scelle leur position commune face au monde extérieur, rendant toute tentative d'intervention infiniment plus fragile. Autour d'eux, le vent gagne en intensité, soulevant les vêtements, brouillant les sons, tandis que le grondement de la mer s'impose avec une force presque hypnotique, et dans ce décor à la fois sublime et menaçant, Patrick comprend peu à peu que le temps lui échappe. Chaque mot qu'il pourrait encore prononcer semble arriver avec un léger décalage, comme si la scène avançait déjà à un rythme qu'il ne pouvait plus ralentir. Poussé par une urgence qui ne laisse plus de place à la stratégie, il avance encore d'un pas, réduisant la distance qui le sépare d'eux, dans l'espoir que ce rapprochement physique puisse créer une brèche, un instant de doute, une hésitation suffisante pour intervenir. Mais cette tentative se heurte à une réalité plus forte, car Vadim et Noémie ne réagissent plus comme deux individus séparés, mais comme une entité unique, soudée par une décision déjà intégrée. Le regard qu'ils échangent alors, long et silencieux, concentre tout ce qui ne sera jamais dit à voix haute. Il n'y a plus de panique visible, plus de lutte intérieure perceptible, seulement une forme d'acceptation partagée, une certitude qui les isole complètement de ce qui se joue autour d'eux. Dans cet instant suspendu, Patrick ressent une bascule, une compréhension brutale que ce qu'il tente d'empêcher est déjà en train de se produire. C'est cette prise de conscience qui déclenche chez lui une réaction immédiate, instinctive, un cri qui jaillit sans filtre, porté par une peur qu'il ne peut plus contenir, une peur de voir disparaître sous ses yeux quelqu'un qu'il n'a pas réussi à retenir. Pourtant, ce cri, aussi puissant soit-il, se heurte à une réalité implacable, car au moment même où il résonne, le mouvement est déjà engagé. Le basculement de leur corps commence presque imperceptiblement, comme un déséquilibre léger, avant de devenir irréversible, et dans cette transition, tout se joue en une fraction de seconde durant laquelle aucune intervention n'est plus possible. Leurs silhouettes, encore unies, disparaissent progressivement du champ de vision, emportant avec elles l'espoir que Patrick avait tenté de préserver jusqu'au dernier instant. Dans ce geste, dans cette chute amorcée, se cristallise toute la tragédie de la situation, laissant derrière elle un vide brutal, une rupture nette entre ce qui aurait pu être évité et ce qui vient, irrévocablement, de se produire. Dans la fraction de seconde qui suit le basculement, le temps semble se dilater de manière irréelle, comme si chaque détail refusait de disparaître trop vite, comme si la réalité elle-même s'imposait avec une précision insupportable à ceux qui en sont témoins. Les corps de Vadim Lyota et de Noémie, toujours liés par leurs mains entrelacées, s'inclinent dans le vide avec une lenteur trompeuse, donnant l'illusion que tout pourrait encore s'arrêter, que quelque chose, au dernier instant, pourrait inverser le mouvement déjà engagé. Mais cette illusion ne dure pas. Très vite, la gravité reprend ses droits, et ce qui n'était qu'un déséquilibre devient une chute réelle, brutale, irréversible. Le vent s'engouffre sous leurs vêtements, amplifiant la sensation de vide, tandis que leur silhouette s'éloigne du bord de la falaise, s'inscrivant dans l'espace comme une image que personne ne pourra jamais effacer. Le lien entre eux ne se rompt pas, au contraire, il semble se renforcer dans cette descente, comme si, jusqu'au bout, il refusait toute séparation, toute individualité. Au-dessus, figé au bord du vide, Patrick Nebout reste immobile quelques instants, incapable de transformer ce qu'il vient de voir en une réalité acceptable. Son regard suit la trajectoire de leur chute, mais son esprit, lui, semble en décalage, comme s'il refusait encore d'admettre que ce mouvement est définitif. Le cri qu'il a poussé résonne encore dans sa poitrine, mais il n'a plus de prise sur ce qui se passe désormais hors de sa portée. À ses côtés, Jean-Paul Bauer s'avance prudemment jusqu'au bord, suffisamment pour constater, sans s'exposer, l'ampleur de ce qui vient de se produire. Son regard descend vers les rochers en contrebas, tentant d'évaluer, de comprendre, mais aussi de garder une forme de contrôle dans une situation qui lui échappe en grande partie. Là où Patrick est submergé, Bauer tente de rester fonctionnel, même si la gravité de l'instant le traverse lui aussi. Patrick, lui, ne parvient plus à se contenir. Ses jambes semblent céder légèrement, non pas sous l'effet d'une faiblesse physique,
mais sous le poids brutal de ce qu'il vient de perdre. Il recule d'un pas, puis d'un autre, comme si le bord de la falaise devenait soudainement insupportable à regarder, comme si rester face à ce vide revenait à accepter pleinement ce qui vient de s'y engloutir. Dans son esprit, les images se superposent sans ordre, les souvenirs de Vadim reviennent avec une intensité inattendue, fragmentée, désorganisée, mais tout porteur de la même question silencieuse. À quel moment cela lui a-t-il échappé? Cette interrogation ne trouve pas de réponse immédiate, mais elle s'impose avec une force qui empêche toute autre pensée de s'installer durablement. Le contraste entre l'instant présent et ses souvenirs rend la scène encore plus violente. Là où il y avait encore une possibilité, quelques minutes plus tôt, il n'y a plus désormais qu'un constat irréversible. La distance qui séparait Patrick de Vadim n'est plus physique, elle est devenue définitive, absolue, impossible à franchir. Bauer tente de reprendre la main sur la situation, appelant des renforts, décrivant rapidement le lieu, la configuration, les éléments nécessaires à une intervention en contrebas. Sa voix reste maîtrisée, mais légèrement plus sèche qu'à l'accoutumée, signe que même lui peine à maintenir la distance émotionnelle habituelle. Il sait que chaque seconde compte encore, non pas pour empêcher la chute, mais pour organiser ce qui doit suivre, pour faire face aux conséquences concrètes de ce drame. Patrick, pourtant, reste en retrait de cette logique. Il fixe encore le vide, comme s'il espérait voir réapparaître quelque chose, un mouvement, un signe, n'importe quoi qui pourrait contredire ce qu'il vient de voir. Mais le paysage reste immobile, indifférent, et le bruit des vagues, toujours aussi puissant, semble désormais écraser toute tentative de pensée cohérente. Le vent continue de souffler, mais il ne rafraîchit rien, il ne soulage rien. Il ne fait que rappeler, par sa présence constante, que le monde continue malgré tout, malgré cette rupture brutale qui vient de s'inscrire dans la réalité de ceux qui en ont été témoins. Peu à peu, Patrick ferme les yeux un instant, comme pour interrompre le flot d'images qui l'envahit, mais même ce geste ne suffit pas à créer une distance. Ce qu'il ressent n'est pas seulement de la tristesse ou de la colère, mais une forme de vide intérieur, une perte de repère qui dépasse la simple émotion. Il ne s'agit plus seulement d'une affaire, ni même d'un échec professionnel, mais d'un lien humain brisé, d'une tentative avortée de sauver quelqu'un qui, au final, n'a jamais vraiment voulu être sauvé. Lorsqu'il rouvre les yeux, le paysage n'a pas changé, mais lui, en revanche, n'est déjà plus tout à fait le même. Quelque chose s'est fissuré, quelque chose qui ne se réparera pas facilement, parce que cette scène, ce moment précis où tout a basculé, restera inscrit en lui comme une limite qu'il n'a pas su empêcher d'être franchie. À quelques mètres de là, Bauer termine son appel, puis se tourne vers Patrick, cherchant un instant le bon moment pour intervenir, pour ramener son collègue à une forme de réalité opérationnelle. Mais il comprend rapidement que ce moment ne peut pas être forcé, que Patrick a besoin de traverser ce choc avant de pouvoir revenir à ce qui doit être fait. Le silence qui s'installe entre eux n'est pas un silence vide, mais un silence chargé de ce qu'ils viennent de vivre, un silence qui marque la fin d'une course et le début d'un après dont aucun des deux ne mesure encore pleinement les conséquences. Au loin, les vagues continuent de frapper la falaise, inlassablement, comme un rappel que certains événements, une fois déclenchés, ne peuvent plus être arrêtés, seulement constatés. Et au bord de ce vide, Patrick comprend, avec une lucidité douloureuse, que malgré tout ce qu'il a tenté, il est arrivé trop tard. Le silence qui suit la chute ne s'arrête pas au bord de la falaise, il se propage, presque imperceptiblement, jusqu'au cœur du Mistral, comme une onde invisible qui vient toucher chaque personnage, chaque lieu, chaque relation. Ce qui vient de se produire dépasse le cadre d'un simple fait divers, parce qu'il s'inscrit dans les liens humains, dans les trajectoires croisées, dans ces histoires qui, sans le savoir, étaient déjà connectées à celles de Vadim Lyota et de Noémie. Au commissariat, l'annonce circule d'abord de manière fragmentée, sous forme d'informations brutes, techniques, presque froides, mais très vite, elle prend une dimension plus lourde, plus difficile à contenir. Ceux qui ont suivi l'affaire comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas seulement d'une fuite qui s'est mal terminée, mais d'un point final tragique, d'un choix assumé qui laisse derrière lui une incompréhension profonde. Jean-Paul Bauer, revenu de la falaise, reprend son rôle avec une efficacité presque mécanique, enchaînant les démarches, les comptes rendus, les appels, comme pour maintenir une structure là où tout menace de s'effondrer. Pourtant, derrière cette maîtrise apparente, le choc est bien présent, contenu, mais réel, car lui aussi a vu, lui aussi a compris, et il sait que certaines images ne disparaissent pas. À ses côtés, Patrick Nebout semble évoluer dans un état différent, plus lent, plus intérieur, comme si une partie de lui était restée suspendue à cet instant précis où tout a basculé. Il accomplit ce qui doit être fait, répond aux sollicitations, mais sans véritable présence, comme si chaque geste était détaché de ce qu'il ressent réellement.
Le poids de ce qu'il a vécu ne se manifeste pas dans l'immédiat par une explosion, mais par une forme de retrait, une distance silencieuse qui en dit long sur l'impact de la scène. Dans son esprit, les images continuent de se rejouer, non pas comme un souvenir linéaire, mais comme une série de fragments qui reviennent sans prévenir, toujours au même point, toujours au même moment, celui où il aurait voulu que tout s'arrête. Cette répétition intérieure nourrit une question qu'il ne formule pas à voix haute, mais qui s'impose malgré lui. Aurait-il pu faire autrement, dire autre chose, arriver plus tôt? Et même s'il sait, au fond, que certaines décisions échappent à toute intervention extérieure, cette conscience ne suffit pas à apaiser ce sentiment d'échec. Pendant ce temps, au Mistral, la vie continue en apparence, mais elle porte désormais une tension supplémentaire, un déséquilibre discret mais perceptible. Blanche Marcy, déjà fragilisée par son propre débordement, ressent encore plus fortement le poids de ce qui s'est passé. L'écho de la tragédie vient se mêler à sa propre instabilité, accentuant son trouble, comme si elle prenait soudain conscience que certaines limites, une fois franchies, peuvent conduire à des conséquences irréversibles. La perspective d'une plainte liée à son geste ne disparaît pas, bien au contraire, elle s'inscrit désormais dans un contexte plus large où chaque comportement est observé, interprété, jugé. Blanche se retrouve face à elle-même, confrontée à une image qu'elle ne reconnaît plus complètement, et cette confrontation devient d'autant plus difficile que l'environnement autour d'elle semble lui renvoyer en permanence le reflet de ce qu'elle a fait. Non loin de là, Luna Torres tente de maintenir un équilibre, de relativiser, de comprendre, mais elle aussi est marquée par ce qui vient d'arriver. Elle sait que le quartier a déjà traversé des épreuves, mais chaque nouvelle tragédie laisse une trace différente, une marque supplémentaire qui s'ajoute aux précédentes. Parallèlement, la situation de Vanessa Kepler prend une tournure plus concrète avec l'acceptation de la plainte déposée par Ophélie Kepler, ouvrant la voie à des poursuites pénales qui pourraient avoir des conséquences importantes. Cette évolution judiciaire, bien qu'indépendante du drame principal, s'inscrit dans la même dynamique de déséquilibre, où les tensions personnelles finissent par produire des effets tangibles, difficiles à contenir. Dans ce contexte chargé, chaque personnage évolue avec ses propres fragilités, ses propres contradictions, mais tous partagent, d'une manière ou d'une autre, l'ombre de ce qui vient de se produire. La chute de Vadim et Noémie ne reste pas confinée à la falaise, elle s'étend, se diffuse, et modifie subtilement les équilibres existants. Pour Patrick, cependant, cette diffusion reste secondaire. Ce qui domine, c'est ce moment précis, ce point de rupture qu'il n'a pas réussi à empêcher. Lorsqu'il se retrouve seul, ne serait-ce que quelques instants, loin du bruit du commissariat et des obligations professionnelles, il laisse enfin apparaître une fatigue plus profonde, une lassitude qui ne relève pas du corps mais de l'esprit. Il ne cherche pas à verbaliser, à analyser, à rationaliser, il ressent simplement, avec une intensité qui ne laisse aucune place au reste. Il comprend que ce qui s'est joué dépasse le cadre d'une affaire, parce qu'il s'agit d'un lien humain qui s'est brisé sous ses yeux, d'une tentative de sauvetage qui n'a pas abouti, et que ce type d'échec ne se classe pas, ne s'archive pas, ne se referme pas facilement. Il restera là, en arrière-plan, prêt à ressurgir à chaque situation similaire, à chaque regard, à chaque décision. La ville, elle, continue de vivre. Les rues du Mistral retrouvent peu à peu leur agitation habituelle, les conversations reprennent, les gestes du quotidien s'enchaînent, mais quelque chose a changé, imperceptiblement, comme une note dissonante dans une mélodie connue. Ceux qui savent, ceux qui ont compris, portent désormais ce souvenir en eux, et même ceux qui n'en connaissent pas tous les détails ressentent qu'un événement important vient de se produire. Dans cette continuité apparente, le contraste avec la brutalité de la chute rend la situation encore plus troublante, car il rappelle que la vie ne s'arrête pas, même lorsque certains destins, eux, se terminent de manière irréversible. Et au milieu de cette normalité retrouvée, une vérité s'impose, simple et difficile à accepter. Certaines décisions ne laissent aucune place au retour, aucune possibilité de réparation, seulement un avant et un après que rien ne peut réellement relier.